L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tendiaye et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Quand on part en une entreprise, dans le fond, il ne faut pas viser de dire je vais devenir riche demain matin avec ça. Lancer sa propre affaire, je crois que ça ne se décide pas comme même sur un tour de tête, là. En fait, vraiment, ça se réfléchit, ça s'analyse, le pour, le contre. Bon, j'y vais, c'est comment, par où il faut commencer, c'est quoi les obstacles, et suis-je capable de surmonter ces obstacles? Bienvenue à notre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui est dédiée aux entrepreneurs de la région. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Tahirou Mbalo qui est dans le domaine de la géomatique et Claude Cyr qui est dans le domaine de la maintenance. Et allons les rencontrer immédiatement. L'idée de partir en entrepreneur, dans le fond, c'est que j'étais à l'époque un directeur général dans l'entreprise. Puis, à toutes les fois que j'engageais des gens, je m'apercevais qu'il fallait leur donner de la formation au niveau de tout ce qui était mécanique. Fait que c'est là que j'ai décidé, quand j'ai lâché mon emploi de directeur général, de partir ma propre entreprise, mais pour donner de la formation directement en entreprise, aux gens qui concernent tout ce qui est la maintenance préventive et corrective. Lâcher être DG et lâcher son poste, qui est un poste quand même avec certains retours, disons. Certains avantages et partir en affaires. C'est sûr que quand que tu donnes ta notice puis tu dis au propriétaire je quitte l'emploi, pour eux, ils ont dit t'es fou. Fait que j'ai dit, j'avais répondu à l'époque, je suis pas assez fou pour donner ma vie ici, là, pour mourir ici. C'est sûr qu'on a des avantages sociaux qui sont très intéressants. Quand on part en une entreprise, dans le fond, il ne faut pas viser de dire je vais devenir riche demain matin avec ça. L'entreprise, quand on la part, on met tout ce qu'on a comme énergie, on met ce qu'on a comme argent à l'intérieur, dans cette entreprise-là, dans le but de faire grossir ça. Et c'est cette partie-là, peut-être, qui est la plus dure là, pour démarrer une entreprise. Là. Et pour vous, ça a fonctionné parce que ça fait des années que vous êtes dans un domaine que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? On forme des mécaniciens, on forme des gens en entreprise directement que des fois, les gens me disent je pensais de connaître des choses, mais après une quarantaine d'années d'expérience dans le domaine, on est capable d'en montrer aussi un petit peu aux gens. Ouais. Fait que c'est là qu'on s'est aperçu que tous les emplois que j'ai eus, les contrats que j'ai eus dans certaines entreprises, c'était le fun parce que les gens disaient « Hey, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. » Quels ont été les obstacles à rencontrer à partir du moment où est-ce qu'on décide qu'on devient entrepreneur? Quand on est directeur général, on porte un paquet de chapeaux. Oui. Mais on a des gens qui vont travailler pour nous autres. T'sais, on a le comptable, on a la secrétaire, on a un notaire attitré, on a des avocats, on a tout ça. Quand on s'en va en entreprise seul, les chapeaux, là, c'est tout toi qui les portes seul. Fait que là, il faut que tu saches toutes les lois. Fait que le but de ça, c'est de prendre peut-être plus une formation. Fait que moi, j'ai pris ma formation, comment partir de ma propre entreprise. Puis à partir de là... Qu'on appelle maintenant formation en lancement d'entreprise, c'est ça? OK, c'est ça. Intéressant. Puis ça nous donne un coup de main au moins pour nous orienter. C'est quoi notre marché? On va faire une étude de marché. Monter un peu tout ce plan-là pour essayer de voir si c'est viable ou pas. Cogner aux portes et aller voir les entreprises, as-tu un besoin? Quand tu es directeur, tu as déjà des portes ouvertes parce que tu es connu, puis ça va bien. Mais quand tu deviens entrepreneur,
Là, tu tombes tout seul, puis là, on dirait que les gens te connaissent moins, là, tu sais. Ouais, mais là, tu étais directeur, puis là, tu t'en vas formateur, puis Mais avant d'être directeur, j'étais superviseur d'engineering. Fait que je supervisais 4 grosses entreprises. Fait que ça m'a donné un petit peu plus de gaz en me disant, je connais mon domaine. Mais c'est sûr que faut que tu fasses ton nom. Puis faire ton nom, ça prend pas des semaines, ça prend des années. Puis là, un coup que tu es connu, c'est là que les gens vont dire hey, on va appeler Claude Cyr, il connaît ça. Est-ce qu'il y avait des illusions, des choses, une façon de voir, bon, ben OK, je change de chapeau, je m'en vais vers ça, OK, ça va se passer de telle façon. Et puis finalement, quand on a les 2 pieds sur le terrain, on se rend compte, oups là, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Ça l'arrive. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense qu'il faut... j'ai appris à m'adapter aux entreprises. Les entreprises, eux, ils voient, on a un problème dans l'entreprise, c'est ça notre problème. Puis quand tu arrives là, tu vas là pour ce travail-là. Puis quand tu te mets à analyser tout ça, mais le problème, il n'est pas là. C'est pas ça le problème. Puis là, il faut que tu rencontres la direction. Là, tu expliques tout ce que toi, tu vois, puis de la manière que tu le vois. Puis là, OK, on fait quoi à cette heure? Fait que là, il faut tout refaire un autre offre de service parce que ça ne concerne plus la formation au niveau mécanique. Un nouveau plan d'action. C'est un nouveau plan d'action au niveau de l'entreprise. Puis des fois, ça touche assez souvent les chefs d'entreprise. Dans votre cas, il y a toujours de la nouveauté, c'est jamais la même chose. Il y a toujours de l'apprentissage aussi, parce que d'une entreprise à l'autre, c'est pas les mêmes défis, c'est pas les mêmes difficultés, même si au départ, ça semble être semblable. Mais par rapport justement au domaine où vous êtes toujours en train de vous former finalement. Oui, moi je me forme. Le beau de ça, quand on est travailleur autonome, puis on a des clients un petit peu partout dans beaucoup de domaines, c'est que on n'est pas excellent peut-être dans rien, mais je te dirais on est bon dans tout. J'aurais envie de revenir un tout petit peu en arrière. Donc, des années avant, vous étiez, comme on vient de le dire, directeur général dans une compagnie, vous êtes lancé en affaires. Mais est-ce que antérieurement à cette période-là, vous vous voyez déjà donner de la formation? Est-ce que c'était quoi votre vision avant, un peu plus jeune, là, par exemple? On recule en arrière, j'étais un décrocheur. Quand on parle de gens qui décrochent, ça fait des gens qui sont peut-être ignorants ou j'entends toutes sortes de choses là-dessus. Puis, quand tu es décrocheur, dans le fond, ça ne veut pas dire retourne plus à l'école. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de retourner à l'école. J'ai appris mes métiers moi-même, comme on dit, sur le tas. Fait que j'étais un soudeur professionnel, j'étais un opérateur de machinerie lourde, pelle, boule, pépine. J'étais un pilote privé, j'étais un vrai pilote d'avion, là. Je ne suis pas juste un faux. J'ai tous mes cours en massothérapie, j'ai un paquet de métiers. Puis je pense que tout ça amène une certaine curiosité d'apprendre des choses aussi. Fait que quand j'étais soudeur, un coup j'ai tout fait le tour de ce que je pouvais apprendre. J'avais d'autres défis dans ma tête. Je me disais, il me semble que je pourrais apprendre d'autres choses. Fait que je changeais de métier à chaque fois. Fait que je me suis ramassé aujourd'hui avec plusieurs métiers. Puis, c'est sûr que c'est pas facile parce que tu pars d'un travail qui était bien rémunéré assez souvent. Puis que là, les gens ont confiance, puis qu'ils disent hey, on va te garder longtemps. Mais toi, tu n'as plus de gaz, tu n'as plus d'intérêt. On dirait que tu es en train de t'éteindre, tu n'as plus de défis. Fait que c'est là que tu dis je vais me trouver d'autres choses. Puis un matin, tu te lèves, puis tu dis hey, j'aimerais ça essayer telle affaire. Fait que là, tu t'enlignes dans ce domaine-là. Puis, Là, j'entends massothérapeute, pilote d'avion, opérateur de machines lourdes, plein de choses. Et pourtant, vous dites j'étais un décrocheur. Et on sait que souvent, par rapport à la société, la vision qu'on a d'un décrocheur et tout ça, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi le message aussi que vous, je suis sûre, vous êtes très bien placé pour
que vous pouvez passer à l'endroit de ces gens? Le message que je pourrais passer, l'idéal, c'est de ne pas décrocher. Ça, c'est l'idéal. Parce que moi, je me suis aperçu, il fallait peut-être que je travaille 5 fois, 10 fois plus dur qu'une autre personne qui avait déjà la scolarité pour son métier. Mais, disons, je travaillais peut-être jour et nuit pour l'apprendre. Puis tu as toujours une certaine gêne aussi de dire que tu es un décrocheur. Quand tu es jeune, tu arrives dans une entreprise, tu commences à travailler, puis là, les gens te posent un paquet de questions, puis là, il faut que tu me fasses un rapport, écris-moi tout ça. Puis là, tu te dis, mon Dieu, déjà, j'ai la misère à écrire. Puis, fait que cette partie-là est très dure. Je te dirais, c'est celle-là que j'ai trouvé le plus dur en tant que décrocheur. OK. Oui. Mais là où je veux en venir, c'est parce que décrocheur, je pense que c'est juste un mot qu'on utilise comme ça, parce qu'il y a des passions au derrière de ça. Peut-être que c'est la méthode, la manière à l'école ou d'enseignement, c'est peut-être juste ça qui ne convenait pas. Mais ça ne vous a pas empêché aujourd'hui d'être toutes les choses que vous aurez aimé d'être là, au final. Là. Même quelqu'un qui a suivi les normes de notre société, parti à l'université, toutes ces choses-là, on ne le retrouve pas forcément en train d'être pilote d'avion, massothérapeute, opérateur de machinerie lourde. J'ai mis tous mes cours en biodynamie, en agriculture, biologique et tout. Vous avez appris à votre manière. J'ai appris à ma Est-ce que c'est manière. ça? Oui. C'était une école différente des autres, peut-être. Puis comme vous dites, c'est sûr que quand tu vas à l'école puis tu sors de l'université avec un métier, c'est souvent que ces gens-là vont être rendus à leur pension puis ils vont avoir vécu toujours le même métier. Exactement. Fait que, moi, j'avais comme rien à perdre. J'avais tout à apprendre de tous les autres métiers. Si vous aviez un conseil à donner à des entrepreneurs, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes dedans, c'est quoi les meilleurs conseils que vous pouvez partager aujourd'hui? Je pense je ne sais pas si on est des bons conseillers là-dedans. Parce qu'on vit nos choses, puis on se dit, bien, je ne referai pas ça ou je vais faire ça autrement. Les gens qui sont en entreprise, je ne sais pas où ils sont rendus. La seule affaire que je dirais, si ça ne te tente plus, change de domaine. Débarque. Si tu y crois, continue. Mais si... Je parlais justement ce matin avec une personne à l'université qui avait parti à une entreprise, puis elle me dit, j'ai décroché, elle dit, je laisse tomber. Maintenant, nous allons voir Taïro Mbalo qui va nous parler d'un peu plus de son parcours, mais aussi de son domaine qui est la géomatique. La géomatique, en fait, c'est une science qu'on peut adapter par rapport à un certain nombre de disciplines. Donc, la géomatique, c'est quelques exemples. Suivi des inondations, comme actuellement on en a un peu partout au Québec. Là. Donc, voir l'évolution des eaux, donc le retrait des eaux, faire des prévisions, ça, la géomatique le fait. Le suivi des ambulances avec le 911, ça, c'est de la géomatique. Donc, la géomatique, en fait, je voudrais un espace de travail, par exemple, créer un centre d'achat, donc en essayant au niveau de certains critères, avoir un minimum de 10 000, une ville de 10 000 habitants, un certain nombre de paramètres, la géomatique nous permet de déceler les bonnes places pour ça, en fait. Donc, ce qui fait que c'est une science qu'on pourra, le géomaticien, en fait, il pourra travailler avec dans un certain nombre de domaines. Des dans le secteurs domaine d'activité oui, différents. donc l'environnement, l'urbanisme, le secteur même de la santé, parce que de plus en plus, comme là présentement, on a un projet qui devrait normalement démarrer en Guinée, c'est la cartographie des structures de santé. Ça, c'est la géomatique aussi qui le fait. Donc c'est vraiment une science qu'on pourra adapter sur un certain nombre d'activités. L'hydrologue, le météorologue qu'on voit à la télévision faire ses présentations, il utilise aussi des outils de la géomatique. Donc les radars, tout ça, les satellites, la télédétection, c'est la géomatique. On comprend que la géomatique, c'est une passion.
un domaine dans lequel vous évoluez depuis un moment et vous avez décidé aussi de lancer votre entreprise dans ce domaine-là. Ça prend quoi pour se dire, OK, je me lance en affaires, oui, je le connais, j'aurais pu opter pour travailler comme professionnel, mais je veux lancer ma propre affaire. En fait, lancer sa propre affaire, je crois que ça ne se décide pas comme sur un tour de tête. Là. En fait, vraiment, ça se réfléchit, ça s'analyse, le pour, le contre. Bon, j'y vais, c'est comment, par où il faut commencer, c'est quoi les obstacles, et suis-je capable de surmonter ces obstacles. En fait, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en considération. Donc moi, c'est un projet de longue date. Là. Je ne l'ai pas mûri il y a 2 ans ou 3 ans. Durant tout mon cursus, à un moment donné, c'est intervenir dans le domaine de la géographie géomatique, en fait. Donc pour ça, je m'étais donné un échéancier. Donc l'échéancier, je l'ai quand même plus ou moins respecté. Et puis, par rapport à ça, j'ai commencé quand même la planification. La planification, c'était quoi? Bon, à un moment donné, j'étais en Europe, donc ça va se faire au Canada. OK. Donc là, je suis arrivé comme enseignant au Labrador. Déjà, c'est une autre province anglophone. Et puis, ce qui fait que, bon, on a repoussé ça l'année suivante. Et puis, le contrat que j'avais comme enseignant, donc une fois retourné au Québec, j'avais la possibilité dans le domaine de la géomatique parce que il faut dire que le Canada est très en avance par rapport à ça. Donc, il m'a manqué des modules. Donc, j'ai dit, ça tombe bien. Oui, il m'a manqué vraiment des modules. J'ai dit, waouh, j'aimerais bien faire comme la cartographie sur le web, la télédétection poussée. Donc, j'ai pris une formation à l'Université de Sherbrooke pendant 2 sessions. Donc, heureusement, avec mon PhD, donc, on m'a tout de suite orienté vers un diplôme de second cycle que j'ai fait en 2012. Et puis, ça m'a vraiment, je suis sorti de là avec le bagage qu'il fallait là. Donc, côté pratique, j'avais les outils pour pratiquer. Maintenant, l'autre volet, c'était quoi là? La terre d'accueil. Donc la terre d'accueil, on arrive aussi, ça c'est des paramètres vraiment que les gens ne prennent pas en considération. Mais moi, là, je ne laisse pas le hasard. Là. Les petits détails, je les prends en considération. Quand on arrive, comment on évolue dans cette société, comment les gens y pensent dans cette société. Je crois que c'est la première des tâches aussi à faire. Là. Donc, essayer de s'intégrer dans cette société. Parce que la pratique qu'on va faire, on ne le fera pas en France ou au Sénégal, c'est dans ce pays-là. Ouais. Ce qui fait que la leçon que j'en ai tirée, l'apprentissage, parce que aussitôt après, je me suis dit, je repousse encore parce qu'il me manque encore cet aspect-là. Comment acquérir cet aspect-là? Donc, il faut qu'au Québec aussi, j'intègre le monde du travail. Donc, ce qui fait qu'après mon diplôme, j'ai eu la chance de travailler pour un grand groupe EMI Intégration. Et puis, c'est là quand même que je me suis rendu compte que la chance que j'avais d'être ici quand même. Parce que j'ai fait plein de pays, mais la chance que... les débuts que j'ai ici, c'était quand même rassurant parce que quand même, au bout de 3 ans, je suis rendu quasiment cadre dans cette entreprise. Sur les 3 ans, j'ai eu à gérer quasiment une centaine de personnes. Ce qui fait que j'ai appris plein de choses. Là. Donc, j'ai fait de la gestion que j'avais fait en France, le diplôme d'administration, je n'ai jamais pratiqué au niveau administration. J'ai su l'appliquer quand je travaillais à EMI Intégration. Vous avez fait le Labrador. Oui. Vous avez eu de l'expérience là-bas, concentrée. Au froid. Est-ce que vous pouvez, au froid, est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, disons que le Labrador, c'est en fait le Newfoundland et le Labrador, c'est la dernière province du Canada en fait. Là. Quand je suis arrivé, ma première expérience professionnelle, je l'ai eue là-bas. Au départ, c'était enseignant, mais finalement, je me suis retrouvé avec un certain nombre de postes. Là. Moniteur de langue française, enseigné en géographie. Finalement, le bureau de l'environnement, quand ils ont su que j'avais vraiment fait un PhD en environnement, ils m'ont approché. Hey, M. Mbalo, de temps en temps, ce ne sera pas tous les jours, là, mais de temps en temps, si on peut avoir votre expérience, ça aussi j'ai dit oui. Ce qui fait que c'était des échanges vraiment, moi aussi j'en apprenais là, parce que je me dis que la manière de faire ici au Canada, c'est comment l'environnement, comment vous gérez, parce que nous en France, en Afrique, c'est à peu près comme ça. Donc c'est une belle expérience là. Ce qui fait que du jour au lendemain, je me suis retrouvé enseignant du plus grand au pré-universitaire jusqu'au maternel. Donc toute la ville, j'étais quasiment partout et puis voilà, le nom, et puis c'était une belle expérience parce que pour un immigrant, parce qu'il faut dire que ça ne se voyait pas tous les jours. Là. Ce qui fait que dans toute la ville, j'étais le Frenchie. Là. Oh, Frenchie, parce que voilà, j'étais francophone, je venais de France en fait. Là. C'était une très très belle expérience. Vraiment, je dirais que si c'était à faire, je le referais.
Bon, l'autre chose aussi, un aspect, on en a abordé tantôt, l'aspect réseautage, ça là, je vais encore insister là-dessus. Parce que malheureusement, comme immigrant, je sais ce qui se passe là. C'est tout le temps les mêmes personnes, on parle avec les mêmes personnes, on passe chez moi boire du thé, voilà, là, on est dans notre cercle. Là. Mais ça, les étudiants s'en rendent compte le moment de chercher un stage. Là. On n'y arrive pas. Comment ça se fait toute la classe a un stage chez moi? Ben, c'est là où c'est très très important. On arrive au moment de l'émission qu'on préfère. Nos deux entrepreneurs vont se voir pour la première fois. Suivez-nous. Taïrou, Claude, vous êtes deux amoureux de la nature. D'où part votre amour de la nature? D'où part et également votre parcours professionnel? Au Sénégal, donc je suis un Canadien d'origine sénégalaise, donc j'ai grandi au Sénégal. Et puis il faut dire que la nature, le village où est originaire mon père, c'était un village vraiment hyper beau. Donc depuis lors, les vacances qu'on y passait, ça nous a vraiment mis dedans en fait. Là. Ce qui fait que mes études, j'ai choisi la nature, la géographie, c'est la nature. Donc mon PhD, je l'ai fait dans la nature, dans les plus grands parcs du monde. Donc ce qui fait que la nature, j'aime très très bien. Et puis me retrouver comme ça au parc Montvelville, je trouve que c'est le bonheur en fait. Là. Claude, qui est un autre amoureux de la nature, oui. Comment ça s'exprime? Ben, moi, je suis un fils de cultivateur, fait que j'ai été élevé sur une ferme. Toute ma jeunesse, je l'ai passée là. Puis quand on parlait de nature, j'ai même été un de mes métiers, garde-chasse auxiliaire. Fait que j'ai déjà fait aussi ce métier-là un petit peu là, dans la période de la chasse seulement. Fait que moi, la nature, ça m'a toujours attiré. C'est pour ça que j'avais pris des cours en biodynamie pour l'agriculture biologique. Fait que j'ai été en possession de 1300 acres de terre ici, là, en culture céréale pour la consommation humaine. Fait que c'est un petit peu là, le côté nature que... C'est un côté qui me manque beaucoup aussi avec le travail que je fais aujourd'hui. Ça m'attire tout le temps à la nature. Fait que c'est pour ça qu'on fait partie aussi des sentiers de l'Estrie. Puis on fait de la randonnée familiale et seule. Fait que c'est ça. Mais oui, ça me parle bien parce que, en fait, je crois que la nature, je ne sais pas si vous chassez aussi, là. Je chasse plus, moi. Ah, ok, bon, moi c'est le cas. Mais ça me parle encore là. Moi, mon retour, comme en ce moment, c'est la période du dernier, les samedis, on ne me voit plus. 5 h du matin, je suis dans les bois tout seul, entendre siffler. Vraiment, moi, je suis naturel là. Donc après, des fois, il y en a qui me disent, hey, mais comment ça se fait? Ta passion aussi, c'est la chasse là. J'ai dit, ben, justement, connaître la nature, c'est connaître le système de régulation. Donc ce que je fais aussi, ça fait partie de ce système de régulation. Donc ce qui fait que moi, nature, là, je suis pleinement dedans. Là. Et puis on se retrouve par rapport à ça. Parce que ce que ça nous rapporte aussi, c'est on voit, il y a des choses qu'on apprécie plus dans notre culture à nous. Je veux dire au Québec, par exemple, quelqu'un qui a toujours vécu au Québec, il y a des choses en voyageant, on les apprécie un peu plus au Québec. On dit, bah, c'est beaucoup mieux ici. Mais par contre, comme vous dites, ça ouvre les œillères aussi. Il y a de petites remises en question et c'est positif parce que ça nous amène à dire, OK, on pourrait peut-être bonifier ce côté-là. Bonifier un petit peu plus le côté humain avant le travail. Puis que ça fait un autre lien avec ton client. Puis comme je dis, ça prend un bon réseau. Faut que tu sois connu. En parlant de réseau, Taïrou, est-ce que c'est une réalité? Je partage vraiment sa théorie là-dessus. Je pense que surtout ici, peut-être moi, en venant ici au Canada, là je m'en suis rendu compte. Là, parce que en Europe, en France, parle de réseautage, là, ça te dit rien. Là. Le réseautage, les gens, ils ne connaissent pas quasiment, là, on l'utilise pas. Mais ici, là, le réseautage, moi, je trouve que c'est la base de toute chose. Là. Donc, les affaires, à beau développer le plus grand logiciel sur Terre, tu n'as pas de clients, ça ne marchera pas. Les clients, comment aller chercher les clients? Ben, ce n'est pas en restant chez soi ou en faisant des annonces ou en envoyant 1000 courriels par jour à différents secteurs d'activité, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment
être curieux, Curieux. baigner dans le domaine, fréquenter des professionnels du milieu Du aussi. Là, il ne milieu. faut pas juste s'arrêter à... S'arrêter, ouais. à l'aspect Mais aussi être apprentissage. passionné, parce que Être passionné. même si tu as tout ça, si Oui. tu n'as pas la passion en dedans de toi, Ça marche pas. tu La vas passion, passer et loin. je suis parfaitement d'accord par rapport à ça, parce que je le vois malheureusement à la dernière conférence que j'ai faite à l'université, les étudiants, c'était la même chose. Je voyais plein d'étudiants internationaux qui arrivaient, qui faisaient une filière pendant 1 an, 2 ans, qui changeaient de filière. Je les rencontrais plus. Qu'est-ce que j'ai fait plus administration, je suis rendu dans le domaine social. Pourquoi? Mais Oui, j'aime plus ça. S'il aurait essayé avant, Justement, il aurait été à l'école après ça pour dire c'est ça que j'aime. je sais ça. Parce qu'on le voit souvent, même en entreprise, là, quand que j'ai parti l'usine, ma compagnie, avant d'avoir ma compagnie, j'étais directeur général. Puis quand j'engageais des gens en mécanique, il fallait leur donner de la formation. Puis pourtant, c'était des mécaniciens, c'était des gens qui sortaient avec des diplômes et tout, mais ils ne connaissaient pas le métier. Ils n'avaient jamais été sur le plancher des vaches. Là, tu sais. Fait que pour eux autres, là, arriver dans l'usine, ils pensaient que c'était comme à l'école. Fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, parce que mon épouse est enseignante au primaire de la 6e année, puis ils posent la question aux jeunes, tu sais, assez souvent, vous voulez faire quoi dans la vie? Fait que moi, je veux être avocat parce que c'est payant. Moi, je veux être médecin parce que c'est payant. Moi, je veux... Puis, tous des métiers, ils ont déjà de la misère à l'école, comment tu veux, mais ça, ils ne se rendront jamais à l'université. Là. Mais comme elle dit, je ne veux pas lui péter la balloune. Mais eux, c'est l'argent. Ils n'ont jamais pensé, fais de quoi par amour, fais de quoi parce que tu aimes quelque chose. Puis quand tu fais quelque chose, la première des choses, quand tu fais un métier, il faut que tu l'aimes. Si tu l'aimes, tu ne t'occupes même pas de savoir ça paye-tu ou ça paye pas. Parce que ça Hey, va j'aime. venir, ça Oui. va venir. Quand on fait un métier qu'on aime avec la passion, les retombées, ça vient tout seul, là. Et Veux pas, là, Ouais. ça va grossir. Puis c'est ça qu'aujourd'hui, il nous manque un petit peu au niveau... je vois les jeunes pousser, là, puis ils visent tout, là. Hey, je vais avoir la grosse maison, le gros char, puis tout ce qui est matériel. Ouais. Puis dans le fond, ils se sont jamais posé la question, oui, mais toi, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Mine, à un moment donné de l'échange entre Taïro et Claude, tu t'es pas senti un peu seul parce qu'on dirait qu'on était un peu écartés, ils échangeaient tous les deux. oui, mais quand la passion et la complicité se rencontrent, ça ne peut pas faire autrement. Et c'est ce qu'on veut. Exactement. Nous vous remercions de votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre aux coordonnées que vous voyez au bas de l'écran et au plaisir dans une autre émission, si différent, si pareil, en affaires.